Bien le bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette première conférence du projet How to Create. Dans cette première conférence, je vais tâcher de vous montrer comment créer un vampire à partir de maladies et autres bizarreries anatomiques. Alors si vous êtes prêts à mettre vos talents de savant fou à l'épreuve, allons-y. Avant de pouvoir transformer notre voisin en vampire, il va d'abord falloir que nous ayons un voisin. Oui, certes, mais il va surtout falloir que nous nous mettions d'accord sur les caractéristiques du machin. Alors, c'est parti. Et le vampire ne date pas d'hier, puisque nous retrouvons les traces de légendes parlant de créatures mortes buvant le sang des vivants, jusque dans les plus anciennes civilisations, comme les civilisations mésopotamiennes, grecques ou romaines, par exemple. Mais vu qu'il serait assez chiant de se taper l'historique du machin, on va abréger. Les formes et les pouvoirs des vampires varient pas mal selon les différents folklores, et pour les vampires modernes selon les besoins scénaristiques. Par exemple, au Moyen-Âge, les vampires n'avaient pas un teint pâle et livide comme les vampires modernes, mais ils étaient plutôt vus avec un visage gonflé et violacé à force de boire le sang de leurs victimes. Jusqu'au XVIIIe siècle, les histoires et les légendes concernant les vampires vont continuer à se modifier et à prendre de l'importance. Mais c'est le XVIIIe siècle qui sera en littérature un peu l'âge d'or du vampire, avec des poèmes, des livres et même en 1746 un traité de vampirologie écrit par un Français bien de chez nous, Monsieur Calmet, appelé le traité sur les apparitions, qui se fera d'ailleurs pas mal démonter par Voltaire. Mais ce n'est qu'un siècle plus tard, en pleine Angleterre victorienne, que Bram Stoker a créé la référence des romans de vampires, Dracula, où notre vampire est présenté comme un vieil homme aux dents acérées craignant la lumière du jour et étant accessoirement immortel. Mais ce n'est pas la dernière fois que nous entendons parler de vampires, loin de là, comme en témoignent les trouzaines de films sortis à ce jour et les multiples apparitions de vampires comme le vampire de Highgate en Angleterre dans les années 70. Mais la figure du vampire n'aurait sans doute jamais eu cette importance sans deux personnages historiques qui ont donné leur trait à ces créatures. Le premier n'est autre que Vlad III Vazarad, dit l'Empaleur, aussi connu sous le nom de Dracula, qui signifie le fils du dragon. Il est le fils de Vlad II Dracul, qui peut se traduire par dragon ou diable, au choix. T'es prince de Valachie, qui se prononce peut-être Valachi, mais vu que je trouve ça super moche, je vais dire Valachie. Pourtant, il ne passera qu'une partie de son enfance sur sa terre natale, puisqu'il sera envoyé en 1442 en Turquie, en tant qu'otage au sultan Mourad II, afin de garantir la paix. Mais 6 ans plus tard, il parviendra à reprendre le pouvoir sur sa terre natale, et régnera d'une main de fer sur la région, pratiquant sur ses opposants son supplice préféré, l'empalement. Alors en fait, pour l'empalement, il prenait un pieu, et pour les hommes, il passait plutôt par le... alors que pour les femmes, c'était plutôt le... Et ensuite, il le faisait ressortir par la bouche, puis il laissait les corps en exposition pendant plusieurs jours à pourrir à la vue de tous. Un mec sympa, ouais. Concernant sa cruauté, certains disent qu'il n'était pas pire que les autres princes de l'époque, d'autres racontent qu'il était un monstre assoiffé de sang, principalement ses ennemis d'ailleurs. Il meurt en 1476 à Bucarest, dans des circonstances plus qu'étranges, vraisemblablement assassiné. Il sera décapité et sa tête sera empalée sur un pieu. Le deuxième personnage, un peu moins connu de nos jours, a tout de même donné à la bestiole son côté aristocratique. Elisabeth Bathory, aussi appelée la comtesse sanglante. On sait qu'elle a tué, on sait qu'elle a même tué pas mal. Mais la légende et la vérité se mélangent pas mal dans cette histoire, exagérant probablement les faits. La comtesse Dracula, de son petit nom aussi, aurait eu une vraie fascination pour le sang et elle aurait tué un nombre important mais néanmoins incertain de jeunes filles pour se baigner dans leur sang afin de ne pas vieillir. Elle était aidée de 4 complices qui lui fournissaient de nouvelles proies et qui enterraient les corps aussi, dont 3 furent mis à mort à la suite du procès dans des conditions assez peu sympas. En fait, pour 2 des condamnés à mort, on leur a arraché les doigts et on les a brûlés, et le troisième qui était quand même plus jeune, donc moins coupable, on l'a juste décapité avant de le brûler. Quant à la comtesse, elle fut assignée chez elle jusqu'à sa mort, et il paraît qu'à 54 ans, ce qui était un âge avancé pour l'époque, elle était toujours aussi belle. Donc le sang de jeune femme est un très bon anti-rides, retenez ça. Voici donc la liste des symptômes revenant le plus chez les vampires. Je pense qu'il est à présent temps de voir comment transformer quelqu'un en vampire, non? Tout d'abord, notre vampire doit brûler au soleil, ou tout du moins être affecté par le soleil. Et pour cela, rien de tel qu'une petite maladie de derrière les fagots, et je vous propose pour ça la maladie des enfants de la lune. Ou Xeroderma pigmentosum de son petit nom. C'est une maladie génétique rare qui touche environ un enfant sur 1 million. Ainsi, le malade souffrira d'une intolérance aux rayons UV due à un problème au niveau de la création des enzymes de réparation de l'ADN.
Pour faire simple et rapide, les rayons UV arrivent sur la peau, une partie parvient jusqu'aux cellules, et soit la cellule est détruite, bon bah tant pis, soit l'ADN est affecté, ce qui peut rapidement entraîner des cancers. Mais pour éviter cela, des enzymes interviennent et réparent l'ADN endommagé. En gros. Cette maladie entraîne donc une sensibilité au soleil, mais aussi 2 ou 3 autres trucs comme des troubles neurologiques, des problèmes d'audition ou de croissance. Donc la sensibilité à la lumière, c'est bon. Maintenant, il faut que notre vampire ait envie de boire du sang, et pour ça, rien de tel qu'un petit syndrome de Renfield qui se balade. D'ailleurs, si vous voulez avoir d'autres infos, il y en a un qui me ressemble vachement qui en parle là. Voilà. Le syndrome n'est pas une pathologie reconnue puisqu'il est rare et généralement associé à d'autres choses comme des délires schizophréniques ou encore des paraphilies. C'est un syndrome qui a plusieurs stades, l'autovampirisme où le patient éprouve un plaisir à boire son propre sang, la zoophagie où il se délecte de sang animal, et enfin le stade le plus avancé du syndrome de Renfield, celui qui nous intéresse, le vampirisme clinique, donnant au patient une envie irrépressible de boire un bon petit verre de sang humain. Voilà, notre vampire a envie de boire un bon petit verre de sang maintenant. Par contre, si vous voulez un vampire adulte, je vous conseille de prendre quelqu'un déjà atteint de vampirisme clinique, parce que sinon, vu que c'est un truc qui se déclare vers l'enfance, ça va être compliqué. Et passons maintenant au plus intéressant, 2 maladies souvent invoquées pour expliquer le mythe du vampire. La première étant, la rage est un virus encore très répandu à travers le monde, se propageant par la salive d'animaux contaminés, comme les chiens, les chauves-souris et autres. Il se contracte donc très facilement et cause des symptômes qui nous intéressent. Entre le 1er et le 3e mois après avoir contracté le virus, le patient est atteint de fièvre, de maux de tête, de dépression, de mal de gorge. Bon, rien de très intéressant pour nous. Mais le plus intéressant pour nous, c'est quand les symptômes neurologiques se manifestent. Alors là, le patient aura une grande anxiété, des hallucinations, une grande agressivité qui peut se manifester par une envie de morsure. Et une hydrophobie, c'est-à-dire une peur irrationnelle de l'eau. Et dans certains cas, une hypersensibilité de certains sens peut se déclarer, entraînant une sensibilité par exemple au soleil ou même à l'ail, comme l'a démontré le neurologue espagnol Juan Gómez Alonso. Et nous allons finir avec une dernière maladie qui est une petite alternative au reste. Parlons de cette bien agréable maladie nommée la porphyrie, et plus précisément la porphyrie érythropoïétique congénitale. Cette maladie héréditaire agit au niveau sanguin. Comme on le sait, au niveau sanguin, on trouve des globules rouges qui sont constitués en partie d'hémoglobine. Cette hémoglobine contient ce qui se nomme un M, en l'occurrence un Mb. Cette M est constituée dans le cas qui nous intéresse d'un atome de fer au centre de porphyrine. La porphyrie, quant à elle, entraîne une création trop importante de porphyrine, ce qui va entraîner qu'une partie va se balader librement à la place d'être liée à un atome de fer, ce qui va créer les problèmes. Cette maladie a une bonne petite liste de symptômes, comme la photodermatie qui rend la peau très sensible au soleil. Une courte exposition suffit à créer des cloques sur la peau. Mais il y a d'autres symptômes physiques comme l'érychrodontie qui va déformer les dents et les rendre plus pointues par exemple. Et en bonus, on a même des troubles neuropsychiatriques comme de la violence ou de l'agressivité, tout ça. Je pense que vous avez maintenant toutes les clés pour pouvoir créer votre vampire personnel. Alors moi je vous remercie d'avoir suivi cette conférence jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour savoir how to create.